La librairie Ombre Blanche accueillait vendredi 21 octobre 2022 le psychiatre et psychanalyste Guy Dana pour la parution de son ouvrage La fortune des deux hasards, essai sur la méthode en psychanalyse, aux éditions Stylus, lors d'un débat animé par Monique Lauret. Bonne écoute. Allez, bonsoir. On va démarrer cette présentation de l'ouvrage, je vous le montre, La fortune des deux hasards, l'ouvrage de Guy Dana, qui est psychiatre, psychanalyste, licencié de philosophie aussi, chef de service pendant assez longtemps d'un secteur de psychiatrie à Longjumeau et qui a été 2 fois président du Cercle freudien. Voilà. Pour son travail original sur la question du hasard dans le lien d'une vie, je dirais. Tu te bases sur cette phrase de Freud: je crois au hasard externe, je ne crois pas au hasard interne. Pourtant, les deux sont liés. Un petit peu comme l'endroit et l'envers d'une bande de Mébus. Freud aussi écrivait dans un livre à Thomas Mann, dans une lettre à Thomas Mann en 1936, le hasard et la nécessité s'enchaînent toujours dans une vie. Et tu disais tout à l'heure, nous poursuivons en fait une discussion que nous avons entamée tout à l'heure dans la présentation de ton travail qui a été filmé, en écoutant de plus en plus cette phrase, tu t'es rendu compte à quel point elle résumait la psychanalyse. Hein, voilà, tu vas nous l'expliquer pourquoi. Dans ton livre, tu développes plusieurs points sur la question du joueur, hein, de la fonction du hasard chez le joueur. Ce joueur qui porte en fait les valises de son passé sans les ouvrir, voilà, et qui cherche à rattraper le temps du hasard avant que cela se transforme en son destin. Hein, voilà, dans une volonté de maîtrise, d'emprise, hein, sur ce qui va advenir. Ce joueur, il érige un grand autre face à lequel il se met en défi et en pacte. Mais un autre non manquant, alors que pour éviter la psychose, je dirais, il faut accepter que l'autre soit manquant. Voilà. Et ce fonctionnement, la maîtrise, c'est un mécanisme de défense de type maniaque, avait dit Mélanie Klein, hein, pour éviter la séparation, en fait. Et ce hasard fait intervenir le couple de la certitude-incertitude, voilà. Et rencontre, tu as parlé des 2 définitions du hasard d'Aristote sur l'automaton, que l'on rencontre dans la répétition, et la tuké, hein, qui est la rencontre avec le réel sur lequel le sujet se cogne. Voilà. Tu as fait référence aussi à la définition de Lucrèce dans le Clinamen. Mais ce hasard qui est considéré comme trésor de signes auquel il ne faut pas forcément se fier. Voilà. J'ai beaucoup apprécié la définition du mathématicien Kuno. Je vous la donne. C'est la rencontre de 2 séries causales indépendantes, parfaitement repérables et qui se croisent. Voilà. Donc ce joueur qui cherche à faire avec le hasard, je dirais, est pris dans une volonté d'ignorer, hein, cette emprise captivante de l'autre. C'est pour ça que je t'avais posé la question aussi de cette fonction fétiche que pouvait
prendre le jeu. Mais en tout cas, le joueur amène l'inconscient, tous les éléments de l'inconscient dans une sorte d'incandescence. Tu nous disais. Voilà. Dans ce livre aussi, ce qui est très intéressant, c'est que tu reprends les éléments de la méthode et du positionnement de l'analyste. Un analyste qui doit être parfaitement dans une position d'accueil, tout à fait ouverte, et dans une hospitalité de principe à tout ce qui vient, tout ce qui va se dire, et dans une disponibilité, dans une vacance de positionnement qui évacue en fait tout savoir préétabli, hein, et qui laisse ouvert à ce qui peut se dire et se découvrir et se traduire, hein, dans le travail d'analyse de la cure. C'est un travail qui permet de contrer la pulsion de mort. Hein, voilà. L'analyste extrait les signifiants marquants du sujet, hein, de façon à ce qu'il arrive à pouvoir les nommer et puis les banaliser et s'en déprendre, hein, dans son histoire, je dirais, rendant un destin moins dramatique. Hein, pour certains signifiants, je dirais, autour de la mort qui peuvent entourer à la naissance. Voilà. Donc, l'analyste doit accepter aussi la dimension du hasard, hein, qui survient dans la cure, dans les associations libres aussi du sujet, dans tout l'imprévu qui peut se dérouler. Aucune cure n'est identique. Chaque cure est singulière et il y a des moments de trouvailles, de jaillissement entre l'analysant et l'analyste qui sont de véritables moments de joie. J'ai trouvé très important que tu relèves aussi la dimension éthique de la psychanalyse et que tu la portes sur cette fonction qui est de rapatrier la causalité psychique du côté du sujet, hein, plutôt que très souvent en début des cures, les sujets sont dans la plainte et projettent, c'est l'autre qui me veut du mal, de pouvoir rapatrier, intérioriser, ça lui permet de se questionner, hein, d'ouvrir à du nouveau et de pouvoir accéder à une compréhension lui-même de sa logique interne, hein, voilà. D'un psychanalyste qui a une fonction de gond, hein, un petit peu comme le gond d'une porte, entre le dehors et le dedans, entre ce hasard externe et ce hasard interne. Voilà. Dans ce long travail qui permet une transformation profonde du sujet, et dans une ouverture à l'inattendu, au nouveau, et je dirais, à ce que le sujet puisse aussi prendre en charge son désir, en assurer sa décision du désir, voilà. Et comme moi, j'ai fait beaucoup de travaux sur Lacan, la pensée chinoise, beaucoup de choses m'ont parlé, notamment sur la question du vide, hein, de cette dimension du vide que l'humain doit accepter, hein, et qui permet l'ouverture à la créativité, et dimension du vide qui avait fortement intéressé Lacan, dont il fait le premier mouvement dialectique, la béance, et le premier pas, hein, qui permet tout mouvement dialectique. Voilà. Tout à l'heure, j'associe comme ça.
j'ai une dentiste qui travaillait je travaillais un peu sur mes dents et elle me disait, je travaille à augmenter les espaces entre les dents. Et je lui ai dit, c'est formidable, vous faites comme nous. Nous, on travaille à augmenter les espaces dans le psychisme des personnes qui viennent nous voir. Donc sur la question de la dimension de l'espace, ce à quoi amène une analyse réussie, d'en pouvoir ouvrir vraiment dans toutes ces dimensions qui peut atteindre Freud avait parlé de spatialité du psychisme. Voilà. Et Lacan en 18 novembre 53 ouvre son premier séminaire avec une référence à Lin-Se, un des maîtres du bouddhisme Chan ou Zen. Et ce bouddhisme prône la vacuité, mais surtout dans l'enseignement, le maître bouscule un peu l'élève qui le décale un petit peu d'une position de départ et ouvre à une dimension de non-être qui peut être aussi celle de l'inconscient. Et plus j'approfondis moi ce lien entre Lacan et la Chine, et plus je me rends compte à quel point il était cynisé. Et il était cynisé depuis très jeune. Parce que, bon, voilà. Je ne vais pas relier après avec mon livre. Il avait été enseigné par le sinologue Paul Démiéville à 40 ans, et il avait dit mais j'étais déjà psychanalyste. Voilà. Et il reprend des années après, dans les années 70, dans l'élaboration du symbolique, dans sa lecture avec François Chang, des textes dans le classique chinois. Le classique chinois par rapport à la langue chinoise actuelle, j'avais entendu, est 5 fois plus éloigné que, par exemple, le classique grec du grec. C'est pour te dire l'immense travail. Voilà. Et dans mes déjeuners à Paris, j'étais très amie avec Michel Guibal, qui avait été un des pionniers de la transmission de la psychanalyse française en Chine. Il m'avait donné l'information que Lacan aurait eu en terminale un professeur de philosophie déjà qu'il avait initié aux Chinois. Voilà. Donc toute cette infusion, tu parlais d'infusion tout à l'heure, de ce qui peut se transmettre à l'insu et qui fait tout un cheminement, un travail intérieur pour arriver à théoriser, élaborer. Voilà, c'est assez des capacités du psychisme et de l'inconscient qui sont magnifiques. Voilà. Tu dis des choses très importante aussi. Enfin, excuse-moi, je suis dans l'association libre. Voilà. Tu poses l'hypothèse, j'ai trouvé intéressante, que l'introjection du cadre, voilà, et de la technique permet, pour l'analysant, le décollement de l'identification à l'analyste. Voilà, ce qui est un enjeu primordial d'une fin d'analyse aussi, qui est la question de la liquidation du transfert. Voilà. Après, bon, voilà, j'ai fait une introduction assez synthétique, mais je te laisse, voilà. Merci beaucoup, oui. J'ai été en Chine avec rencontré Orodatong oui. À Chengdu. Oui. Et bon, à l'occasion d'un colloque qui s'est organisé. Donc je connais un peu la Chine, mais par contre je connais moins bien que ce que tu essayes de montrer des références que Lacan a utilisées. Ça, je dois dire. Bon. Alors moi, disons, j'ai essayé de faire un livre à partir d'une phrase. Bon, c'est un début qui m'a accaparé. Alors, ça n'est pas externe-interne, c'est extérieur-intérieur. Ah oui. Je crois au hasard extérieur, c'est Freud qui dit ça, mais je ne crois pas au hasard intérieur. Et quand j'ai lu cette phrase, enfin quand je l'ai relue, ou quand je l'ai intériorisée, ou quand je me suis dit, mais qu'est-ce qui...
qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Eh bien, il parlait de la technique analytique. Il parlait de la méthode, en fait, dans l'analyse. Et pourquoi? Parce que je crois au hasard extérieur, c'est la métaphore, disons, c'est une façon métaphorique de parler de l'association libre, la règle fondamentale, dites ce qui vous vient. Voilà, c'est la règle fondamentale de la psychanalyse, c'est dites ce qui vous vient. Et par contre, je ne crois pas au hasard intérieur, c'est forcément parce qu'il y a une causalité inconsciente. Donc il n'y a pas de hasard parce que l'explication, si tant est qu'on la trouve, elle se trouve, disons, de façon inconsciente et il ne faut pas trop, disons, l'inconscient, c'est pas quelque chose de, c'est dynamique, ça ne peut pas se substantifier. Mais donc, quand j'ai vu que d'une part la règle fondamentale y était et d'autre part l'expérience de l'inconscient y était aussi dans la même phrase, j'ai dit mais voilà, ça résume ce qu'est une analyse. Parce qu'une analyse, c'est d'abord la rencontre de l'inconscient. Et sous quelque forme que ce soit, que les personnes et nous-mêmes, les analystes qui avons traversé l'analyse, nous avons rencontré de façon tout à fait éclairante pour que, c'est Freud qui parle, nous en ayons la conviction de l'existence de l'inconscient. Et quand c'est dans les derniers textes de Freud, analyse terminée, analyse interminable, il dit que l'analyste, si en quelque sorte il se destine à la profession, il faut qu'il ait acquis la conviction que l'inconscient existe. Alors voilà, c'est de ce départ-là qu'ensuite il y a eu beaucoup de choses qui se sont greffées, ou alors il y avait des choses qui en fait étaient en moi depuis longtemps et en fait je ne les avais pas exploitées. Parce qu'un livre, c'est très long à faire, attention. C'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, a été une expérience assez longue. La deuxième chose sur laquelle Monique d'ailleurs a insisté, c'est que, en fait, dans tout le travail analytique, il y a quelque chose qui va du dehors au dedans, dans le sens où c'est la faute de l'autre et qu'on rapatrie la causalité. Et qu'on rapatrie la causalité parce qu'on fait naître la notion de sujet. Et au fond, c'est très important ça, parce que rapatrier la causalité, essayer en quelque sorte d'aller chercher en soi ce qui explique tel ou tel événement. Mais en fait, on n'a jamais l'explication, le fin mot de l'histoire, on ne l'a jamais. Donc en fin de compte, on finit par trouver un vide. C'est pour ça que je demande à Monique si c'est le même vide dont parle Lacan. Mais bon, on finit par trouver un vide. Mais un vide, disons, plutôt quelque chose qui est un... Oui, c'est un vide, mais enfin, je dirais presque un creux. Quelque chose qui n'arrive pas à une expression concrète. Et en même temps, ça m'amène à ce dont on n'avait pas parlé précédemment, mais qui est très important, c'est plutôt que d'aller du côté de la projection, donc ça c'est la faute de l'autre, on a tout rapatrié, le sujet en quelque sorte mouline son implication. Bon. Mais après, il y a en effet une identification, ou plutôt une intériorisation de la technique elle-même, c'est-à-dire que le fait de venir, de parler, de repartir, de revenir, de parler, etc. Ça finit par avoir quand même des effets. Et c'est Ferenczi, le premier, qui avait introduit le mot introjection. Ça vient de Ferenczi. Celui-là, il a inventé plein de choses. Hein. Et donc, il y a une introjection, me semble-t-il, de la technique elle-même, de ce qu'elle produit comme effet. Et c'est cette confrontation du hasard qu'il y a et du hasard qu'il n'y a pas, qui finit par rentrer dans la psyché de celui qui s'y colle. Bon.
Et c'est intéressant parce qu'effectivement, j'ai dit dans le livre l'Italia farà da sé, c'est Garibaldi. C'est une phrase de Garibaldi. Mais la psychanalyse aussi, elle se fait aussi par elle-même en partie, évidemment. L'analyste l'accompagne, il est là, il est présent. Mais s'il y a une implication de la méthode analytique, c'est qu'il y a cette introjection du mouvement de l'analyse. D'ailleurs, dans mes premiers travaux, j'avais fait un colloque sur le mouvement de l'analyse. Donc c'est ça que je veux vous dire aussi, c'est que des fois on a des idées et il faut 10 ans, 20 ans après pour les développer. Et si on ne sait pas en parler, c'est parce que vous êtes jeune, vous avez sûrement des tas d'idées. Et vous aussi vous êtes jeune, mais on est toujours jeune en fait. Et donc on a ces idées et on ne sait pas comment en parler. Et ben ça viendra. Et ça c'est vraiment la créativité qu'amène l'analyse elle-même. Il y a une créativité. Alors, cette créativité, elle est battue en brèche par, en effet, il y a un chapitre sur la pulsion de mort, parce que il y a une sorte de dualité dont Freud parle très bien en disant que c'est un mouvement à la fois les pulsions de vie et les pulsions de mort, c'est à la fois synergique, ça marche ensemble, et c'est antagoniste, ça marche à contrario. Et ben lui, il aime bien ce genre de complexité, Freud. Il aime bien, c'est synergique et en même temps, c'est antagoniste. Mais le hasard, c'est pareil. Ça marche ensemble. Ensemble, il y a le hasard auquel je crois et ensemble, il y a le hasard auquel je ne crois pas. Et cette synergie et cet antagonisme ont des effets. Et en fait, bon, l'analyse, ça fonctionne comment ? Évidemment, il y a le transfert, évidemment, il y a la scansion des séances, il y a l'association libre, il y a tout ce qui, en quelque sorte, fait ce mouvement tout à fait singulier. Il faut quand même dire que c'est une discipline qui ne ressemble à aucune autre, quand même. C'est un truc de fou, tellement il y a un mouvement propre. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une intériorisation et une introjection de la méthode. Alors, pour aller plus loin dans cette histoire, en effet, il y a le joueur qui est un exemple intéressant parce que dans ses excès, non seulement il est quand même travaillé par la pulsion de mort, mais ses excès illustrent notre théorie. Et surtout celle qu'a peaufiné, c'est vrai, Lacan. Pourquoi ? Parce que avec son symptôme, si on peut dire, de jeu, il va aller toucher à des éléments tout à fait importants de la théorie lacanienne, c'est-à-dire l'objet, c'est-à-dire le sujet, le grand autre. Voilà. Et je développe tout ça dans le livre parce que ça m'a, moi-même, j'y ai trouvé un enseignement vraiment que je n'avais pas perçu dans d'autres symptômes. Celui-là, ce symptôme du joueur au sens anglais, du gambler, et non pas du player. Le player, bon, tout le monde est un peu joueur, ben, c'est au moins, enfin, il faut espérer, hein, c'est pas grave de jouer. Ce qui est grave, c'est de pousser en quelque sorte dans les extrêmes et que on essaye justement, et le gambler, c'est ça, c'est pas seulement qu'il veut gagner. Il y a une quête qui est très curieuse puisqu'il cherche à concrétiser le sujet. Il cherche à concrétiser l'objet. Alors que tout ce que nous a enseigné Lacan, c'est que le sujet se délègue et ne se concrétise jamais. Il se délègue dans des signifiants. Un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant, c'est une délégation. Donc c'est comme l'Assemblée nationale. Vous avez les députés qui représentent des régions, ben, c'est un peu ça le sujet. Et il cherche à concrétiser l'objet. Oui, mais non, mais justement, l'objet, à moins qu'en effet on soit dans une dimension vraiment perverse. Parce que dans les perversions, il y a cette idée de concrétiser un objet. Le joueur, il n'est pas vraiment un pervers, mais il peut
en fait vouloir, comme une sorte de havre, qu'enfin l'objet soit concrétisé, et que ça ne soit pas l'objet A, c'est-à-dire l'objet dont on n'a pas idée, dit Lacan dans une conférence restée célèbre qu'on appelle la 3e. Parce que Lacan a été souvent à Rome, et c'est la 3e fois où il allait à Rome qu'il a essayé de développer cette idée de objet A. Hein ? Oui. Oui. Et donc, il y avait cette idée qu'on veuille concrétiser. C'est pas possible non plus. Donc, alors quoi ? Qu'est-ce qui fait le Gambler ? Évidemment qu'il est animé par une intention de gain. C'est sûr que c'est ça qu'il veut. Mais ce qui est le plus important, c'est la répétition. C'est le fait qu'il ne peut pas s'arracher, au même titre que d'autres personnes qui ont d'autres, disons, excès addictifs, mais il ne peut pas s'arracher. Il va revenir à la table, il va revenir à la roulette. Il y a quelque chose de fascinant dans la roulette. Si on n'est pas un gambler, mais il y a quelque chose de fascinant à ce que cette bille tombe sur un chiffre. Et le fait est que ces chiffres qui intéressent le joueur, c'est comme un transfert. C'est comme, si vous voulez, l'idée que c'est eux qui savent, et que la table sait, et que la roulette sait. Alors là on est dans un truc un peu hors norme. Ils croient faire une analyse avec les chiffres. Ils le croient. Et donc, il associe aussi sur des chiffres qui ont pu être d'ailleurs, pourquoi pas, des chiffres qui comptent dans sa vie. Ça peut être simplement sa date de naissance, ça peut être simplement le jour de son mariage. Voilà. Ça peut être beaucoup de choses qui sont, disons, fétichisées, en effet, à un point qui l'amène à une forme tout à fait étonnante de transfert. Donc, voilà pourquoi le jeu illustre des éléments de la psychanalyse, mais la psychanalyse n'est certainement pas un jeu. Ça n'a même rien à voir. Bon. Par contre, il est certain que le travail analytique amène progressivement à amadouer le hasard, à ne pas se battre contre le hasard, mais à l'amadouer, à l'intérioriser au sens, en effet, de l'inattendu. Et c'est vrai que chez Freud, on ne trouve jamais, et chez Lacan, je pense non plus, encore que Lacan, je me demande s'il n'était pas un peu joueur quand même, mais on ne trouve jamais, j'ai connu Lacan, moi, dans mes présentations à Sainte-Anne. C'est quelqu'un qui aimait jouer avec l'autre, ça c'est sûr. Il aimait une forme de commerce subtil et plein d'esprit avec les personnes qu'il rencontrait. Bon. Mais si vous voulez, le jeu qu'a utilisé Freud avec le jeu d'échecs, Lacan avec le bridge, Winnicott avec le squeakle, tous les grands auteurs ont utilisé les jeux pour illustrer ce qu'est la psychanalyse. Mais la psychanalyse n'est pas un jeu. Elle est même tout à fait vraiment le contraire, au sens où ce qui ne se joue pas, c'est peu à peu la position du sujet qui finit par conquérir une dimension, tu disais, spatiale, c'est-à-dire que Freud a dit psyché est étendue, n'en sait rien. Mais en fait, ça veut dire que quand on fait ce travail analytique, on va conquérir, sans que ce soit des conquêtes triomphantes, mais néanmoins, on va conquérir des territoires psychiques qui étaient encore éteints, ou non en éveil, puisque le terme d'éveil qui est de Ferenczi dit beaucoup de choses de ce qu'est l'analyse. C'est un éveil très intense et qui apporte aux personnes qui s'y risquent. Je dis qu'ils s'y risquent parce que pour l'analyste aussi c'est un risque, c'est une mise. On peut dire, et pour prendre des métaphores qui y ressemblent, il y a quand même un pari de l'analyste pour que le ou la patiente franchisse quelque chose. Il y a un pari, il y a quelque chose, une foi, et que Lacan appelle le désir de l'analyste.
Ce que veut l'analyse, c'est que les choses, en quelque sorte, soient à ce point ressenties que c'est une expérience. Car il n'y a pas à guider, à dire tiens, explore ici ou explore ici. Non, c'est le patient qui fait l'expérience à partir de sa propre parole. C'est pour ça que le hasard extérieur, c'est ça. C'est la règle fondamentale. Et donc, non, ce que veut l'analyse, c'est que l'expérience se fasse. Au demeurant, que ce soit Lacan ou Freud, cette dimension d'expérience, elle n'est jamais reniée, au contraire. D'ailleurs, il y a un texte de Freud, je crois que c'est dans celui de la jeune homosexuelle, où il dit, mais écoutez, voilà, vous prenez votre ticket, vous montez dans le train, vous vous asseyez, et après, le train démarre et le paysage va défiler. Et ça, c'est l'analyse, que le paysage défile. Il le dit texto, hein, bon. Donc, et d'ailleurs, c'est un texte que je vous conseille de relire, il est vraiment intéressant, sur la méthode analytique. Donc, voilà cette expérience. Et de quoi dispose l'analyste pour déplacer les choses, les faire entendre? Car il intervient quand même, bien sûr. Il n'interprète pas. Je suis très discret dans l'interprétation. Je crois qu'il ne faut jamais interpréter. Mais il faut amener le patient à interpréter lui-même, à faire ses conquêtes, qui sont finalement une forme de joie après coup. Et là encore, je reviens à mon passé, j'avais commencé à dire que la psychanalyse n'est pas solennelle, parce que la solennité ne sied pas tout à fait au travail analytique. Le travail analytique rencontre des cocasseries, des lapsus, des jeux de mots, des bizarreries qui ne sont en rien folles, mais qui sont justement tout l'intérêt que l'expérience se poursuive. Et en ce sens, donc, Freud avait fini par dire à son correspondant Fliss, mais il était fasciné par ce qu'il découvrait. C'est un homme vraiment assez étonnant, ce Freud. Il faut relire vraiment des textes de jeunesse pour se rendre compte à quel point il a ouvert quelque chose qui, franchement, était méconnu. Et il dit, mais c'est fou. Quand il découvre l'inconscient, il dit, c'est un émerveillement extraordinaire, c'est fou, c'est des choses que tu n'imagines pas. Il parle à son ami. Et en fait, je crois qu'une analyse qui voudrait avoir des effets doit se caler sur cette idée que le patient découvre des choses extraordinaires, des choses en tout cas qui le surprennent. Car la surprise de l'inconscient, c'est en même temps l'inattendu qui, en quelque sorte, se révèle comme une finalité. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait que, et je développe aussi cette idée, qu'on travaille beaucoup sur l'équivoque, sur le double sens des mots. Quand vous dites à quelqu'un, vous lui écrivez, vous lui dites « bien à vous, cher ami ». Mais comment ça, bien à vous? C'est une appartenance que vous livrez à l'autre en lui disant « bien à vous ». Non, vous n'êtes pas bien à lui ou à elle. Mais, voyez comment, dans une expression, on peut avoir un autre sens qui se révèle. Et aussi, quelque chose que une de mes premières patientes était une femme qui était venue et très inquiète en me disant, écoutez, je pense que j'ai la sclérose en plaques. Eh bien, pourquoi? Parce qu'elle avait été brièvement hospitalisée à la suite d'une paralysie faciale. Et les médecins qui font très bien leur travail, mais qui parfois parlent trop, avait évoqué une sclérose en plaques. C'est quand même grave, parce que ça, c'est quand même une maladie qui n'est pas facile à vivre. Et donc, elle était inquiète parce qu'elle avait la sclérose en plaques. Elle arrive, elle me dit, je vais avoir la sclérose en plaques. Les médecins l'ont dit. Bon, c'est drôle, mais effectivement, continuons à parler. Et au bout d'un certain temps, long d'ailleurs, parce que je crois que c'est 2 ou 3 ans après son arrivée, qu'elle se rappelle que sa mère lui disait quand elle était petite, mais quand tu étais petite, tu étais couverte de plaques.
rouge. Tu étais couverte de plaques. Tout le temps, tu avais des plaques rouges sur la peau. Et donc, le mot plaque avait déjà une odyssée dans sa tête. Il avait déjà voyagé. Elle avait refoulé la chose et elle ne faisait pas la relation avec cette panique de la sclérose en plaques, alors que finalement, elle n'a jamais eu de sclérose en plaques. Mais elle était en quelque sorte hantée par le mot plaque. Et qu'est-ce que nous avons, nous, à faire dans ce cas de figure ? C'est qu'en fin de compte, on vise le banal, la banalité. Parce que ces mots sont des mots qui ont en quelque sorte une qualité presque, disons, de mots extraordinaires, de mots qui ont une sorte de présence dans la psyché qui est, disons, une place d'exception. Mais nous, on ne veut pas de place d'exception. Toutes les paroles se valent. Et finalement, quand je dis banalité, c'est réintégrer le mot plaque dans le discours commun et courant. Et donc de lui ôter ce caractère d'exception. Ça, je crois que c'est quelque chose que c'est pour moi une des visées du travail analytique. Alors chacun son mot d'exception. Hein, et ça, c'est pourquoi ? Parce que les mères et les pères, d'ailleurs aussi, en fait, la façon de parler de leur enfant, eh bien, on ne se rend pas compte. Ils parlent, mais ils injectent des mots sans s'en rendre compte et qui font leur chemin. Bon, et c'est d'ailleurs, dans un sens, souhaitable. Mais c'est souhaitable, et comme toujours chez Freud et dans la psychanalyse, c'est synergique et antagoniste. Ça veut dire que le mot peut avoir son effet porteur pour vous amener à faire, voilà, à créer, à être dans la vie plutôt animé par l'amour que vous portent vos parents. Et donc ça, c'est positif. Oui, mais en même temps, c'est négatif. Parce que le mot finit par s'incruster. L'idée que c'est ça qui, en quelque sorte, vous détermine, bah oui, mais ça pose problème. Et voilà, et ça fait des symptômes, et, etc., etc. Donc, il y a toujours dans la psychanalyse, enfin, c'est mon point de vue, depuis que j'ai fait ce travail, je me rends compte à quel point il y a des effets synergiques et antagonistes. Mais c'est comme ça. Et c'est dans cette complexité, on peut dire, ou ce savoir-faire, savoir y faire. On pourrait dire que c'est ce à quoi amène l'analyse, c'est de savoir y faire, dit-on, avec son symptôme, mais savoir y faire avec ces deux mouvements, antagonistes et synergiques, que ce soit la pulsion de vie, pulsion de mort, que ce soit le hasard qu'il y a, le hasard qu'il n'y a pas, que ce soit les mots qui vous guérissent et les mots qui vous font mal. C'est les mêmes. Et c'est ça qui fait que l'analyse est absolument indispensable dans nos sociétés. Peu de gens s'en rendent compte et aujourd'hui elle est très mise en question, parce qu'on veut des choses rationnelles, des choses tout à fait sans équivoque, sans métaphore, sans métonymie. Voilà, du langage concret. Et pour finir, je vais redire ce que je crois avoir été un moment tout à fait décisif. C'est lorsque Freud dit à son copain, « Fils, tu sais, moi, je ne crois plus à la neurotica. » Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire que, en fait, au début, il pensait que les pères étaient des pères séducteurs et que c'était eux qui étaient responsables de l'hystérie de leur fille. Mais il dit non, parce que moi, je n'ai pas retrouvé toujours les mêmes exemples, c'est pas toujours vrai. Oui, parfois c'est vrai, parce que c'est un abandon partiel. Mais en fait, ce qu'il abandonne, c'est que les symptômes, la vie psychique, évoluent dans quelque chose qui est sans la nécessité d'une objectivation par une cause, justement, matérialisable, objectivable, voilà, ce qu'on appelle evidence-based medicine. Eh ben non, ça marche pas dans la psychanalyse. Et ce qui est l'audace de Freud, c'est d'avoir continué à théoriser sans objectivation.
Et ça, moi, je trouve que c'est ça, son génie, et ça aurait pu se casser la gueule immédiatement. D'ailleurs, ça n'a pas arrêté d'être attaqué. Mais c'est ça disons, l'exploit, la prouesse de la psychanalyse, c'est de fonctionner sans la preuve d'une matérialisation. Et je pense que c'est ce qu'il faut essayer de transmettre, parce qu'aujourd'hui, on veut que de l'objectivation. On veut que ça, tout le temps. Donc voilà pourquoi la psychanalyse est souvent mise à mal. Mais je pense que vous, les jeunes, vous allez poursuivre cette illustration de l'expérience. La tâche est ardue, effectivement, dans la société actuelle, prise dans une industrialisation du vivant, dans un déni de l'intériorité, et dans une déshumanisation qui est largement à l'œuvre dans beaucoup d'endroits professionnels, de lieux professionnels, et dont on écoute, nous, la souffrance. Donc, voilà. Donc, les psychanalystes travaillent du côté de la pulsion de vie, injecter et la pulsion de mort. Et de la pulsion de mort, mais en tentant de contrer la pulsion de mort. Oui, bien sûr. Oui, dans un travail de subjectivation. Oui. C'est ça qui est très compliqué, parce que, oui, contrer la pulsion de mort dans ses effets de répétition. Oui. Mais pas annuler la pulsion de mort. Non, c'est pas possible, oui. Voilà, c'est rester dans un équilibre à trouver entre les forces créatrices et les forces destructrices, qui se manifestent par la répétition. Et donc le joueur, en effet, est une illustration tout à fait probante. Est-ce qu'on peut ressentir à quel moment il y a de la répétition ? Ben oui. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de disciplines qui permettent de s'y approcher aussi près. Donc, alors, c'est pas toujours le jeu, bien sûr, c'est des tas de symptômes, et même une façon de vivre qui peut en fait impliquer une répétition très, 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 on pourrait dire, morbide quand même. Je suis souvent dans une idée de sommeil, mais bon, non, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des... C'est le mortifère qui te... C'est peut-être ça, oui. Ou alors l'hypoglycémie, bon. Et non, mais c'est vraiment dans les symptômes les plus courants. Par exemple, je vais vous raconter une situation où il y a de la répétition. C'est quelqu'un qui écrit, mais, j'allais dire, ils écrivent à deux. Bon. Or, c'est lui qui a les idées d'écriture. C'est lui qui est à l'initiative. C'est lui qui trouve là où il faut se manifester. Mais c'est toujours elle, d'après ce qu'il dit, qui lui mange la laine sur le dos et qui vient en quelque sorte s'imposer comme la personne qui, elle, par ses connaissances des médias, des éditeurs, tout ça, finit par... Bon. Mais lui, sa répétition, c'est qu'il ne casse pas. Il pourrait faire tout seul. Il est sans arrêt pris par une forme de quoi ? De soumission à l'autre. De soumission, de dette. Oui. Bon. Et il ne lâche pas sa coéquipière qui, sans doute, certainement, n'en fait pas autant que lui. Hein. Ça, c'est sûr. Et peut-être apporte, parce que ça a été travaillé de différentes façons. Après tout, chacun peut apporter dans une entreprise commune des compétences. Et après tout, elle, ce qu'elle apporte, c'est la connaissance des différents réseaux qui permettent de publier, qui permettent d'être invité ici ou là. Tandis que lui, c'est celui qui écrit. Bon. L'artisan. Mais c'est l'artisan. Mais cela dit, il le ressent comme une injustice. Il le ressent comme une soumission, en effet. Et il le ressent... Alors, il a 3 sœurs. Bon, donc, on a beaucoup travaillé sur ses relations avec ses sœurs. Mais vous voyez, bon, on trouve plein de choses, on arrive à décrypter, mais le sens n'y est pas. Et d'ailleurs, il ne sauve pas. Donc il faut qu'il y ait à un moment donné chez le sujet
tout sujet, un mouvement, je dirais vraiment d'émancipation, un arrachement, et le fait que le sujet prend ses marques et s'arrache à des phénomènes de répétition. C'est pour des tas de situations quelque chose qui est commun. Et ça, quand ça se répète à ce point, c'est la pulsion de mort qui travaille. Bon. Alors, il peut le ressentir, mais pour l'instant, disons, ou pendant longtemps, il n'a pas pu s'opposer à cette force intérieure qui, finalement, le reconduit à faire couple avec quelqu'un qu'il finit par détester, mais qui ne peut pas haïr non plus. Mais il s'y colle à nouveau. Voilà, c'est pour dire, bon, voilà comment il y a de la répétition dans des tas de situations. Et puis, j'avais aussi eu quelqu'un de très intéressant qui faisait des publicités. Il travaillait dans une grande entreprise de publicité, une des plus connues. Et son truc, c'était qu'il fallait qu'il trouve des nouveaux contrats, parce que sinon, on aurait dit, mais il ne justifie absolument pas sa place. Et trouver des contrats dans la publicité, c'est donc être meilleur que des concurrents qui vont aussi présenter des projets. Et je ne sais pas, vous prenez, là tout à l'heure j'ai vu Toyota, bon par exemple pour Toyota, il faut trouver les mots qui conviennent à la situation. Bon. Or cet homme qui pourtant est resté longtemps dans l'entreprise se faisait toujours doubler, c'est le cas de le dire, bon, et par une autre entreprise qui trouvait. Et donc, il perdait des contrats. Il perdait. Il se dit, mais c'est fou. Il venait en séance en disant, j'ai encore perdu. Alors que j'avais vraiment la clé pour les représenter. Je savais qu'est-ce qu'il fallait dire. Je savais les mots qu'il fallait. Et il perdait. Et quand même cette pente, disons, où c'était la perte des contrats, et finalement pour lui, une situation très périlleuse, ça a fini par se retourner parce qu'il a travaillé sur le fait que pourquoi il perdait dans le fond. Bon. Il mettait un temps fou à rendre, disons qu'il perdait parce qu'il n'était pas à l'heure. Bon. Ce qui était d'ailleurs quelque chose qu'il avait toujours connu. Et le fait de ne pas être à l'heure, il l'avait connu à l'école, il l'avait connu dans des situations tout à fait banales. Il n'était jamais à l'heure. Et en séance, d'ailleurs, il n'était pas à l'heure non plus. Mais finalement, ce retard, il avait une dimension de répétition. Il y avait quelque chose dans le fait d'être en retard qui ne pouvait pas être, disons, interprété, disons, en tout cas, retourner pour qu'il puisse réussir à arriver le premier à dire, voilà, j'ai amené voilà, une belle situation et nous, c'est le groupe, et nous sommes les premiers à présenter. Bon. Et son retard a été vraiment un symptôme pénalisant et à mettre au compte de la répétition, c'est certain. Voilà, bon, ça c'est des petits exemples. Bon, on a une bonne présentation, mais oui, vivante. Voilà, à une prochaine. Merci. Vous venez d'écouter Guy Dana, auteur de La fortune des deux hasards, essai sur la méthode en psychanalyse, ouvrage publié aux éditions Stylus, à la librairie Ombre Blanche, vendredi 21 octobre 2022. Réalisation et mise en onde de la rencontre, Radio.